Merci Ghislain pour l'introduction. Donc, je vais me présenter brièvement ainsi que l'entreprise. Donc, David Corbeil, cofondateur de Recharge Véhicules électriques et président. Je suis avec Marie-Pierre Corbeil, qui est ma sœur et qui s'occupe beaucoup de notre division d'accompagnement au niveau de la recharge en copropriété. Chez RVE, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on est motivé au travail? On souhaite augmenter l'accessibilité de la recharge à domicile et plus spécifiquement dans les immeubles de copropriété comme les vôtres. Donc, ce qu'on a développé, c'est des solutions, des technologies, ainsi que des conseils d'accompagnement des syndicats de condos, des gestionnaires d'immeubles, dans la mise en place de stratégies de recharge pour un accès favorable des véhicules électriques dans vos immeubles qui ont été construits malheureusement sans prévision pour des véhicules électriques, à moins que je me trompe. Il y a une super nouvelle qui est tombée hier, puis je voulais prendre le temps de la souligner. Hier soir, j'étais au conseil municipal de la ville de Laval et le conseil a voté une nouvelle réglementation au niveau des nouvelles constructions. Donc, ils vont exiger que tout nouvel immeuble d'habitation de 5 logements et plus doit prévoir des infrastructures de recharge au sein des cases de stationnement. Donc, c'est une belle vision qu'a la ville de Laval et on ne serait pas surpris que d'autres villes emboîtent le pas. Ce que ça dit au marché, ça, c'est que des stationnements qui ne sont pas électrifiés ou électrifiables, donc des stationnements où on ne peut pas brancher un véhicule électrique, bien, dans 5, 10, 15 ans, ça ne fera plus de sens de ne pas posséder ça. Un stationnement, c'est un actif, n'est-ce pas? Mais si cet actif-là n'est pas modernisé, n'est pas au goût du jour, n'est pas au goût du type de véhicule avec lesquels vous-même ou vos copropriétaires se déplacent, si ça devient des véhicules électriques, à quoi bon avoir un stationnement où on ne peut pas se brancher? Donc, c'est un beau leadership qu'on voit de la ville de Laval et je pense que ça donne le ton à une nouvelle vague qui est de voir l'ajout d'infrastructures de recharge, non pas comme une dépense, mais vraiment un investissement immobilier. Et c'est beaucoup ce qui entoure notre travail chez RVE, c'est de voir l'accueil des véhicules électriques comme une opportunité d'affaires pour vous tous, qui êtes des investisseurs dans l'immobilier, et non pas un fardeau ou un boulet qui va amener de la complexité au sein de la gestion de votre copropriété. Donc, j'espère que d'ici 8 heures ce soir, on aura su répondre à plusieurs de vos questions et vous outiller à faciliter l'accueil des véhicules électriques. Donc, la structure de la présentation de ce soir, je pense que vous avez tous le PowerPoint de la présentation, donc ça devrait être assez facile à suivre. S'il vous plaît, prenez beaucoup de notes. Il y a beaucoup des éléments qui vont être mentionnés par moi ou les collègues qui n'apparaissent pas nécessairement sur les diapositives, donc n'hésitez pas à prendre des notes tout au long de la séance. Également, à la fin, on va avoir une période de questions. Donc, je vous invite si vous avez des questions, prenez soin de les noter, puis on pourra y revenir vers la fin. On a aussi 5-6 questions fréquentes qu'on va couvrir qui risquent peut-être de répondre aux questions qui viendront au cours de la présentation. Donc, au niveau de la structure, on va parcourir les différentes stratégies de recharge à déployer en copropriété. Ensuite, on va regarder les étapes à suivre pour implanter des stratégies avec succès. Maître Raymond va ensuite suivre avec le volet juridique. Donc, nous, chez RVE, et surtout ce soir, on va jouer un petit peu dans une utopie, là. On va faire comme si les enjeux légaux et juridiques n'existaient pas. On va se concentrer sur un contexte où Maître Raymond a déjà fait son travail, il est passé avant nous, puis tout a été adressé au niveau juridique. Et ce qu'on va regarder, c'est l'aspect technique du comment on peut électrifier les stationnements. Après le volet juridique, on va regarder quelques exemples à succès de copropriétés qui ont fait des projets et des belles inspirations qui pourraient servir, ainsi que survoler des questions fréquentes et parler des différentes ressources qui sont disponibles en ligne pour faciliter les différents projets. Donc, au niveau de la stratégie de recharge,
La définition qu'on en fait, on parle ici d'une stratégie qui apporte des précisions sur différentes composantes pour encadrer l'installation des bornes de recharge dans un complexe. Donc, ce qu'on va chercher à préciser, ça va être premièrement la source d'alimentation, donc où les équipements de recharge vont être connectés et à quelles infrastructures. On va chercher à préciser la facturation, donc qui va payer l'électricité, combien ça va coûter et comment ça va fonctionner. Les différentes approches d'installation qui vont pouvoir être retenues, donc que ce soit des approches individuelles ou globales. Et le processus de demande d'installation, donc pour essayer de faciliter la gestion des projets pour que ce soit simple quand un propriétaire veut installer une borne de recharge, ainsi que toute autre information pertinente au contexte de l'immeuble. Donc, les étapes à suivre pour implanter avec succès des stratégies de recharge. Donc, on les découpe en 3 étapes. Premièrement, on va chercher à identifier la solution de recharge, ensuite identifier l'approche d'installation et dernièrement, planifier le déploiement. Donc, pour l'identification de la solution de recharge, afin d'y parvenir, on va devoir déterminer quel est le contexte d'installation pour les bornes de recharge. Ce qu'on veut dire par là, c'est comment on va connecter les bornes de recharge à la bonne source d'alimentation et c'est quoi notre point de départ pour tout le projet au niveau de l'alimentation électrique. On a une petite vidéo de 2 minutes qui permet de l'expliquer beaucoup mieux que je pourrais le faire, donc on va... Dans un immeuble multirésidentiel, le panneau électrique de chacune des unités alimente les appareils qui y sont connectés et est relié à un compteur d'électricité. Le contexte d'installation est déterminé par l'emplacement de ces compteurs par rapport aux places de stationnement. Ils peuvent être situés au même niveau que le garage ou à proximité des stationnements, aux étages supérieurs de l'immeuble, sur le toit de celui-ci ou dans un autre bâtiment. Je vous l'avais dit, j'aurais pas pu mieux faire. Hein? C'est clair. Super. Donc, la diapositive ici à l'écran résume les 4 scénarios qu'on va trouver au niveau des contextes d'installation. Dans un premier temps, pour les contextes accessibles, donc les compteurs électriques qui sont ce qu'on appelle à proximité des stationnements ou qu'on peut passer un fil entre le compteur et le stationnement. À main levée, qui est concerné par ce contexte-là dans vos immeubles de copropriété? Encore des mains qui se lèvent? Pas sûr? C'est vrai, je ne serais pas sûr non plus. J'ai visité le complexe et c'est un petit peu compliqué. Parfait, donc on va commencer par ce contexte-là qui, en général, là, dans le marché, on dirait que ça couvre à peu près 80% des immeubles de copropriété où on va avoir des scénarios avec des compteurs qui sont accessibles. Donc, au niveau de la solution qui va être à prioriser pour ce type de contexte-là, ça va être celle du contrôleur de charge. Lorsque les compteurs sont accessibles à partir des stationnements, la solution recommandée est celle des contrôleurs de charge pour véhicules électriques. Situé dans la chambre électrique, le contrôleur de charge est un système de gestion d'énergie installé sur le fil qui relie le compteur d'électricité et le panneau électrique de chaque unité. Un électricien peut procéder à son installation en même temps que celle de la borne de recharge et du fil qui permet d'alimenter celle-ci. Le contrôleur de charge fait une lecture en temps réel de l'électricité qui est consommée par les appareils dans l'unité. Si trop d'énergie est utilisée pour alimenter à la fois ces appareils et la borne de recharge, l'alimentation de celle-ci sera temporairement coupée. Lorsque la demande en électricité dans l'unité diminue, la borne de recharge est automatiquement réalimentée. La nuit, puisque la consommation énergétique est généralement faible, le véhicule pourra donc être rechargé pendant plusieurs heures. Mesurant environ 30 cm par 30 cm, soit 1 pied carré, il peut être installé au mur ou au plafond.
L'espace dans la chambre électrique est limité? Aucun problème. Il peut aussi, au besoin, être installé à l'extérieur de celle-ci. Enfin, étant donné que les bornes sont raccordées aux infrastructures électriques privées de chaque condo ou de chaque logement, l'énergie consommée par la recharge du véhicule est donc facturée automatiquement sur le compte d'électricité de l'unité correspondante. Ainsi, grâce au système de gestion d'énergie, il n'est pas nécessaire d'augmenter la capacité électrique ou de modifier les infrastructures existantes du bâtiment. Chaque personne qui a accès à un espace de stationnement attitré peut donc avoir sa propre borne de recharge privée lorsque celle-ci est alimentée par un contrôleur de charge pour véhicules électriques. Donc, ça fait le tour de la solution du contrôleur de charge. Vous pouvez voir ici un exemple d'installation, donc au mur, une installation individuelle dans une copropriété. Un exemple d'installation au plafond. Un exemple d'installation groupée, donc de plusieurs contrôleurs de charge installés dans une même copropriété et à l'extérieur de la chambre électrique. Donc, si l'espace est trop restreint, ça peut être une alternative qui est intéressante à considérer. Et ce qu'on appelle une pièce à contrôleur de charge, donc vraiment là, un endroit qui va être dédié à l'ajout des infrastructures de recharge, en dehors de la chambre électrique, encore une fois. Donc, l'espace physique étant souvent limité, il faut être assez créatif, puis il faut littéralement créer des espaces, que ça peut aller jusqu'à acheter un stationnement à un copropriétaire pour bâtir et mettre en place ces nouvelles infrastructures. Ça, c'est relié à l'unité. Exactement. Donc, c'est relié vraiment entre le compteur et l'unité. Ensuite, pour les autres contextes d'installation, donc les cas où les compteurs sont inaccessibles, donc les 3 autres scénarios, à main levée, qui est-ce que ça concernerait ce soir? OK, parfait. Donc, on va nommer ce contexte d'installation-là un contexte de compteur inaccessible. Pourquoi inaccessible? Tout simplement parce qu'on ne peut pas passer, ou du moins pas facilement passer un fil entre les compteurs et les stationnements, ce qui, évidemment, complique un petit peu les choses. Donc, la première chose à faire dans cette réalité-là va être de procéder à une étude de capacité énergétique par un professionnel de l'électricité, donc d'engager, par exemple, une firme d'ingénierie pour évaluer quelle est la capacité qui est présentement utilisée au niveau de l'immeuble. Ça va permettre de déterminer quelle est la capacité résiduelle. Et ce qu'on souhaite savoir, c'est, bon, avec cette capacité résiduelle-là, combien est-ce qu'on peut brancher de bornes? Et surtout, comment on va brancher les bornes? Donc, c'est seulement une fois que cette étude-là est faite qu'on peut déterminer rationnellement combien est-ce qu'on va être capable de brancher de bornes à court, moyen et long terme dans la copropriété avec les infrastructures qui sont déjà en place, ainsi que déterminer les différentes technologies à utiliser au niveau de la facturation. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Pierre. Donc, merci beaucoup. Donc, excellent. Donc, maintenant que vous avez tous et chacune identifié comment est-ce que les bornes allaient être branchées dans chacune de vos copropriétés, on va regarder ensemble quelles sont les approches d'installation qu'il est possible d'utiliser. C'est pas très compliqué, il y en a 2. Donc, soit qu'on y va avec une approche individuelle ou une approche globale. L'approche individuelle, en fait, ça consiste en ce que chaque copropriétaire qui veut une borne va la faire installer lorsqu'il en fait la demande. Donc, l'installation des bornes va se faire graduellement dans le temps, au fur et à mesure que les copropriétaires en font la demande. Une approche globale, ça consiste à faire installer certaines composantes pour l'ensemble des copropriétaires. Quand on prend une approche globale, il y a 2 options. On peut y aller avec une approche globale partielle et une approche globale complète. Pour bien détailler, dans le fond, c'est quoi les particularités de chacune des approches, on a... Ah non, excusez-moi, c'est pas le bon vidéo. Dans le fond, donc c'est ça. L'approche globale partielle, on va installer
partiellement certaines composantes dans la copropriété, qui sont un petit peu plus structurantes. Tandis que dans l'approche complète, là, on va faire installer tous les composantes nécessaires de façon à ce qu'une fois les travaux soient terminés, tous les copropriétaires puissent recharger leur véhicule électrique. On a vu que la... Pardon? Individuellement, oui. Mais on fait les travaux d'installation, tout le monde en même temps. Tandis qu'ici, on installe une partie des composantes et éventuellement, les copropriétaires vont avoir d'autres composantes à faire installer individuellement. On l'a vu, la majorité d'entre vous, ça va être le contrôleur de charge la solution. Donc, je vais vous montrer quels sont, en fait, on a une petite vidéo qui montre quels sont les scénarios possibles. Donc, autant pour l'approche partielle ou complète, pour les travaux en lien avec les contrôleurs de charge. Pour qu'un bâtiment multilogement soit entièrement prêt à l'accueil des véhicules électriques, il est nécessaire d'installer un contrôleur de charge, le câblage approprié, ainsi qu'une borne de recharge, et ce, pour chaque condo ou logement qui a accès à son propre stationnement privé. Il est toutefois possible de procéder à ces travaux en plusieurs étapes. Voici les 3 scénarios possibles. Prêt à alimenter. Afin de réduire le coût initial des travaux, il est possible de ne prévoir que l'alimentation électrique des bornes de recharge. Pour ce faire, le fil qui relie le compteur et le panneau électrique de chaque unité doit être intercepté pour y installer un contrôleur de charge. Afin de minimiser l'espace nécessaire et que les boîtiers soient disposés de façon harmonieuse, il est préférable de faire l'installation pour l'ensemble des condos ou des logements au même moment. Il existe aussi certains contrôleurs de charge qui sont modulaires. On peut se procurer un boîtier de répartition exclusif à moindre coût sans la composante électronique qui permet l'alimentation électrique dédiée à la borne de recharge. Lorsque vient le moment de recharger un véhicule électrique, il ne reste qu'à faire installer cette composante électronique selon le modèle du contrôleur de charge, ainsi que la tuyauterie, le câblage et la borne de recharge. Prêt à raccorder. En plus des contrôleurs de charge ou des boîtiers de répartition exclusifs, il est également possible de prévoir au même moment la tuyauterie ou les chemins de câbles jusqu'au stationnement. Lorsque vient le moment de recharger un véhicule électrique, il ne reste qu'à faire installer la composante électronique selon le modèle du contrôleur de charge, ainsi que le câblage et la borne de recharge. Prêt à recharger. Lorsque des véhicules électriques sont déjà présents dans l'immeuble ou si l'on désire faire l'ensemble des travaux d'un seul coup, il est possible de faire installer des contrôleurs de charge complets en plus de la tuyauterie ou des chemins de câbles afin de raccorder et d'alimenter au même moment les bornes de recharge qui sont installées. De cette façon, la recharge des véhicules électriques est possible dès la fin des travaux. Est-ce que c'est clair aussi? Excellent. Donc c'est ça. Donc, comme vous avez pu le voir, le scénario 1 et 2, c'était des installations globales, mais partielles. Donc, on installait partiellement certaines composantes, mais c'est vraiment structurant et c'est ça qui permet d'avoir par la suite des installations harmonieuses dans le stationnement. Et le 3e scénario, là, on y allait vraiment avec « on fait des travaux pour tout le monde » et ensuite, tout le monde peut recharger un véhicule, on n'en entend plus parler. Une approche qu'on voit, qui est beaucoup utilisée, c'est l'approche globale partielle. Et souvent, on nous demande, mais on ne va pas se ramasser avec un spaghetti de fil dans le garage. Levez la main qui s'est déjà posé cette question-là. Oui, c'est ça. De plus en plus, ça commence. Moindrement, à une installation, on ne se pose pas la question. À 2, des fois, puis moindrement qu'on en a 3, 4, là, on fait « Oh boy, OK, c'est pas une mode. » Vous en avez combien? 13, c'est ça. Donc là, c'est une question qu'on commence à se poser. Donc, c'est une approche qui est priorisée. Donc, globalement, on va installer
des composantes structurantes, comme par exemple une boîte de tirage ou un support, dans le fond, un chemin de câble dans le garage, dans tous les allées de stationnement, de façon à ce qu'éventuellement, les copropriétaires qui vont installer leur borne de recharge, eh bien, le câblage va passer dans cette structure-là de façon à aller de façon harmonieuse dans chacun des stationnements. Donc, c'est vraiment de plus en plus une approche qui est priorisée. Puis, c'est certain que ça dépend des tailles des copropriétés beaucoup. Présentement, l'intérêt qu'on voit, souvent, ça va être à partir de, je dirais, une trentaine d'unités que là, on va regarder à faire installer ce genre de composantes-là. Et comme j'ai dit, c'est ça le scénario 3, donc c'était une installation complète. Donc là, vraiment, on fait installer l'ensemble des composantes pour tout le monde, puis on n'en entend plus parler après. Je vois un petit... Comment choisir ça, hein? On recommande, c'est très simple, de faire un sondage. Parce que bien souvent, ce qu'on voit, c'est le CA est plein de bonnes intentions pour la copropriété, ce qui est vraiment bien. Mais parfois, ils font des démarches sans consulter les copropriétaires. Et quand on arrive en assemblée pour voter, ça ne fonctionne pas. Donc, on recommande vraiment de faire un sondage auprès des copropriétaires pour voir, eux, qu'est-ce qu'ils sont prêts. Est-ce qu'ils préfèrent une approche individuelle, l'utilisateur-payeur au fil du temps, ou ils se disent, OK, à la taille de copropriété qu'on a, ça va être une belle valeur ajoutée, on est prêt à, dans le fond, débourser par le biais soit d'une cotisation spéciale ou à même le fonds de réserve, donc selon, pour faire installer certaines composantes structurantes. Une fois que ça c'est fait, planifier le déploiement. Ça a l'air facile. Donc, on va regarder ensemble pour planifier le déploiement. Les étapes, ils varient selon l'approche choisie. Donc, avec une approche individuelle, il faut mettre en place une politique de recharge et il faut mandater un entrepreneur en électricité qui va s'occuper des travaux d'installation de bornes. La politique de recharge, j'ai comme un petit décalage entre parfait. Donc, la politique de recharge, ce qu'elle va permettre, c'est de standardiser les installations de façon à assurer une certaine équité. Donc, de façon à ce que tout le monde, tous les copropriétaires puissent avoir une borne de recharge, du premier au dernier. Ça va également permettre d'avoir une procédure qui est bien établie. Donc, c'est quoi la procédure si on veut faire installer une borne de recharge? Est-ce qu'il y a une demande d'autorisation qui se fait? C'est qui l'entité à qui est-ce qu'on se réfère? Et ça va permettre d'éviter, s'il y a des changements au sein du conseil d'administration, de devoir recommencer le processus de recherche de soumission. Parce que bien souvent, ça aussi, on l'a vu, bien souvent, nous, on prend des notes à qui on parle, on y va par adresse, et là, on parle à la personne, vous êtes à telle adresse. Mais j'ai déjà parlé à ce complexe-là. Regarde dans mes notes. Oui, j'ai parlé à 2 personnes, une en 2018, une en 2015. Mais personne ne se parle. Puis je dis, mais oui, la personne en 2015 avait toute l'information, mais ça ne s'est pas rendu. Donc vraiment, quand on met en place une politique de recharge, on fait le travail une fois, on standardise, on vote, et après ça, on est bon. Ensuite, mandater un entrepreneur en électricité qui va s'occuper de l'ensemble des travaux liés aux bornes de recharge. Pourquoi est-ce qu'on recommande de choisir un entrepreneur? Je vous explique. L'entrepreneur, quand il installe une borne en copropriété, il est dans une position délicate. Son client, c'est qui? Le copropriétaire, qui veut, c'est normal, payer souvent le moins cher possible. Mais quand il fait les travaux, il doit avoir l'intérêt de la copropriété à cœur. Donc, si l'entrepreneur n'a pas d'entente d'exclusivité, il vient faire une installation de borne de recharge, puis c'est tout, ça se peut des fois qu'ils prennent des décisions qui vont bloquer certaines installations futures. Donc, nous, on recommande de mandater un entrepreneur, de prendre une entente avec lui de, par exemple, 2 ans, et lui va s'occuper de l'ensemble des installations. Donc, chaque fois qu'un copropriétaire veut une borne, on se réfère à cet entrepreneur-là. Et lui, il va s'assurer à chaque installation qu'il fait de penser à la prochaine. Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi est-ce que ça va bloquer les installations
Oui, c'est surtout le conduit. Donc, si, par exemple, le conduit va desservir le stationnement qui est au fond et le conduit est mis sur le bord des colonnes, eh bien, chaque fois qu'il va y avoir une installation future, il va devoir passer par-dessus le conduit pour aller au stationnement de chaque copropriétaire. Donc, idéalement, plus le stationnement est loin, on se met plus au centre pour ne pas... Exactement, c'est ça. Donc, c'est tous des petits détails qu'un entrepreneur qui, dans le fond, a une expertise en installation de bornes de recharge en copropriété va considérer. C'est la même chose pour l'installation des contrôleurs de charge. Comment est-ce qu'on va les disposer de façon à ce que tout le monde, selon la disposition des colonnes de compteurs, donc de faire une planification de la chambre électrique. Donc, c'est possible, même si on prend l'approche individuelle, d'avoir des installations harmonieuses. C'est simplement qu'il faut prévoir le coût et faire des bons partenariats. Maintenant, pour l'approche globale, la première étape, c'est d'embaucher un professionnel de l'électricité qui va faire une stratégie détaillée des travaux à faire dans la copropriété. Ensuite, il faut informer les copropriétaires des options qui s'offrent à eux. On peut voter un budget en assemblée générale extraordinaire, très important, aller en appel d'offres et finalement mandater l'entrepreneur pour exécuter les travaux. Donc, pour ce qui est de l'embauche d'un professionnel de l'électricité, ça va soit selon les copropriétés, ça va pouvoir être un entrepreneur ou une firme d'ingénierie. Ce que cette entité-là va faire, c'est qu'elle va vous faire un plan de toutes les composantes qui sont à installer dans votre copropriété pour assurer un déploiement harmonieux de l'ensemble des composantes et surtout vous donner une information très précieuse, combien ça va coûter faire l'installation de ces composantes-là. De cette façon-là, en décortiquant tout ce que ça prend, vous allez avoir les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée, à savoir est-ce qu'on y va avec une approche globale partielle ou une approche globale complète. Et si on y va avec une approche globale partielle, c'est quoi vraiment les composantes structurantes minimum qu'il faut installer? Avec ce document-là, eh bien, vous allez pouvoir informer les copropriétaires des options qui s'offrent à eux. Donc, c'est là que ça devient vraiment important, ces informations-là, pour être certain de pas, que le budget soit voté en assemblée générale et qu'on puisse aller en appel d'offres. Pour ensuite mandater l'entrepreneur. Ces étapes-là, l'ordre est très, très, très importante. On a vu énormément de situations et c'est toujours la même chose qui est faite. C'est aller en appel d'offres. Mais on s'entend qu'on va en appel d'offres et on n'a pas de stratégie. Donc, tous les entrepreneurs soumettent des propositions différentes qu'on ne peut pas comparer. Ensuite, on va en assemblée générale voter un budget. Donc, les copropriétaires ne savent pas pourquoi ils votent, puis ils ne veulent pas payer. Donc, ça, on l'a vu beaucoup, beaucoup de fois. Et à ce moment-là, on doit recommencer. Exactement. Donc, vraiment, si on suit cet ordre-là, le projet devrait aller de l'avant sans problème. Vous êtes chanceux, vous avez plein d'informations précieuses pour sauver du temps. Maintenant, le volet juridique. Donc là, on a vu techniquement comment ça se faisait, les étapes à suivre. Et là, on va voir maintenant le volet juridique. Alors, me revoilà avec le volet maintenant juridique. Tout le monde suit bien jusqu'à maintenant? Même moi, je prends des notes, c'est fantastique. Ça l'éclaire certaines questions qui, des fois, ne le sont pas. Alors, allons-y. Les bornes de recharge, les implications juridiques. Comme je vous disais d'entrée de jeu tantôt, évidemment, il y a toujours l'aspect juridique dans la copropriété dont il faut tenir compte lorsque vous faites un projet de cette nature-là. L'implication juridique,
implique une mise en œuvre d'une procédure. Parce que là, on ne veut pas arriver dans un immeuble où, avec une claque et une bottine, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, puis un va mettre tel système, puis l'autre ne mettra pas le même système. Un va le brancher avec son beau-frère, l'autre, ça va être avec un maître électricien. Alors là, on veut s'assurer que ce soit bien fait, non seulement au niveau pratique, technique, mais également au niveau juridique. Mais pour faire ça, il faut se poser des questions. Tiens, un avocat, ça se pose toujours plein de questions. Hein? Alors, première des choses, on va regarder au niveau préliminaire, et c'est important, les stationnements dont on parle, là, est-ce qu'ils sont privatifs ou est-ce qu'ils sont communs à usage restreint? Ça, vous allez avoir vos réponses dans la déclaration de copropriété. Dans les déclarations de copropriété, dans le tableau des valeurs relatives, ceux qui les stationnements sont privatifs vont avoir un petit pourcentage, exemple 0,01% ou 0,09%, etc. Et vous avez également, vous recevez un compte de taxes pour votre garage aussi. Donc, vous recevez 2 comptes de taxes, c'est-à-dire un pour votre unité d'habitation et un autre de moindre envergure, mais un autre quand même pour ce qui est du garage. Alors ça, c'est dans un complexe où les garages sont partie privative. Tout le monde suit jusqu'à maintenant? Il y a d'autres complexes. Est-ce que c'est possible qu'on soit un seul compte, même si on a... J'arrive dans le deuxième scénario. Il y a d'autres immeubles pour lesquels les garages ne sont pas privatifs, mais ils sont ce qu'on appelle à usage exclusif ou à usage restreint. Ils sont désignés. Dans votre acte d'achat, vous allez acheter l'unité, exemple, j'achète l'unité 101, et on me désigne un espace de stationnement portant le numéro 2, par exemple. Alors, c'est un usage exclusif. Vous seul pouvez l'utiliser, c'est-à-dire votre voisin du 103 ne pourra pas commencer à aller garer dans votre espace, mais il demeure cependant une partie commune, mais à votre propre usage exclusif. C'est la raison pour laquelle vous ne recevez pas 2 comptes de taxes. Il demeure une partie commune. Pourquoi je fais cette distinction-là, vous pensez? La raison pour laquelle on fait cette distinction-là, c'est parce qu'on veut savoir juridiquement et techniquement comment on va faire le projet et qu'est-ce qu'on veut faire exactement. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on veut mettre des bornes de recharge pour tous les stationnements? Ou est-ce qu'on veut mettre des bornes de recharge? On va commencer par en mettre 5 ou 10 dans le garage. Imaginons un garage avec 2 étages avec une dalle intérieure. On se dit on va en mettre 5 au premier puis 5 au deuxième. On le voit. Bon. Alors, comment le syndicat va décider où on va installer la borne? Parce que, exemple, je reprends mon exemple de tantôt, si je suis le copropriétaire qui a acheté l'unité 102, sachant fort bien que j'aurai l'usage du stationnement numéro 2, parce que je le sais que le stationnement numéro 2, il est juste à côté de la porte. Et moi, quand j'arrive avec mes sacs et mon barda, j'aime ça être proche de la porte. Alors, si d'aventure, le syndicat décide de dire, bon, ben désormais, le stationnement numéro 2, ça va être une borne de recharge. Et c'est un véhicule électrique qui pourra aller garer là. Bien, évidemment, vous aurez une levée de bouclier du propriétaire qui utilisait le stationnement numéro 2 parce que, un, c'est à son usage exclusif, 2, on le prive de son droit, puis peut-être qu'on va le catapulter complètement à l'autre bout du garage en lui disant, ben écoute, on va t'accorder un autre espace de stationnement, mais ça va être à l'autre bout du garage. Donc, vous voyez un problème déjà là qui peut se manifester et une source de litige potentielle. Alors, où j'en étais avec mes histoires? Bon, c'est ça, c'est que l'idée, c'est qu'on veut éviter des litiges potentiels. Donc, c'est pour ça qu'il faut marcher de façon ordonnée, pas à l'aveuglette, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent se manifester d'emblée. De la même manière, je reprends le même scénario, mais appliquons-le maintenant à celui qui a l'unité 102 avec une case de stationnement qui lui est privative. Bien, on ne peut pas exproprier quelqu'un, là. C'est son droit de propriété. On ne peut pas dire maintenant ça va être un espace pour les voitures électriques. De 2 choses l'une, soit que tu changes ton véhicule pour que ce soit un électrique ou sinon tu vas garer ailleurs. Ça non plus, ça ne fonctionne pas. Alors, devant ce scénario-là, il se poserait maintenant la question de savoir est-ce qu'on met, au lieu d'y aller seulement avec 5 bornes de recharge au début ou 10 dans le garage, est-ce qu'on les met à toutes les espaces de stationnement? Bon, là, évidemment, on va tomber dans la question de savoir si
Ce qu'on veut faire comme projet constitue une transformation, une partie commune ou une amélioration. OK? Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Qu'est-ce qu'on entend par transformation ou amélioration? C'est que dans le Code civil du Québec, il existe une procédure particulière ou un vote particulier en assemblée au terme duquel le sujet est traité. Lorsqu'on veut transformer ou améliorer une partie commune, il faut un vote spécial. Ce n'est pas un vote à majorité 50% plus 1. C'est un double vote. J'y reviendrai. Mais pour appliquer cette disposition-là, pour savoir si on fait un double vote, bien, la première question à se poser, c'est OK, mais est-ce qu'on le transforme, la partie commune, ou on l'améliore? Parce que si, en réalité, ce qu'on veut faire n'a pas pour effet de transformer ou améliorer, bien, on n'a pas besoin de faire le double vote, puis se poser la question, etc., et d'atteindre la double majorité. Le problème qu'on a, c'est que le Code civil du Québec nous donne une recette à faire, mais il ne nous dit pas tous les ingrédients. Il nous dit, quand il s'agit d'une transformation, une amélioration, vous devriez aller à un vote spécial, mais il ne nous dit pas c'est quoi une transformation, une amélioration. Le problème, je ne l'ai pas soulevé ce soir, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, on le voit devant les tribunaux, même les tribunaux ont eu à se poser la question, et eux-mêmes n'ont pas trouvé de source juridique leur permettant de s'appuyer, si bien que même les tribunaux s'appuient sur les définitions du sens courant des mots, c'est-à-dire dictionnaire. Il n'y a pas d'autre source que le dictionnaire ou le sens courant pour définir ce qu'est une transformation. Cependant, il y a certaines décisions, j'en ai une en tête entre autres, là, c'est Dépanneur Paquin, qui a fait un bel exercice, le juge a fait un bel exercice pour définir ce qu'est une transformation en se fondant sur la définition du Larousse. Ce qu'il faut retenir, dans le fond, là, c'est qu'il faut que ce qu'on fait entraîne une métamorphose ou un changement quelconque. Okay? Faut que ça l'entraîne une... si on prend une photo avant-après, il faut qu'il y ait une différence. Okay? Maintenant, la question qui se pose, c'est la différence doit-elle être évidente ou peut-elle être ténue? Bon. C'est une autre question qu'on a à se poser, dépendamment du type d'installation qu'on va privilégier dans l'immeuble. Il peut y avoir des cas où ça ne sera pas nécessairement une transformation, mais ça va être certainement une amélioration. Moi, je pense personnellement que le débat se situe davantage au niveau de l'amélioration. Parce que, au-delà des mots, le fait d'installer des bornes de recharge va augmenter la plus-value de l'immeuble, va augmenter la facilité de revente. Ça devient maintenant une question qu'un acheteur va poser à son vendeur ou au courtier. Ça facilite le tournant vers ce qui s'en vient, parce que forcément, les autos électriques s'en viennent, qu'on le veuille ou pas. J'ai une question rapide. Ici, assis, en avant. Oui. Si on considère que les nouveaux immeubles sont construits avec des bornes de recharge, on ne pourrait pas parler d'une mise à niveau, pas pour augmenter la valeur, mais conserver la valeur? C'est un bon point. Quand il s'agit d'un immeuble qui est déjà construit comme ça, on n'aura même pas à se poser ces questions-là. Parce qu'il n'y a pas de transformation puis il n'y a pas d'amélioration, il est déjà aziz, il est déjà sur la coche. Alors, tout ce que je viens de vous expliquer est applicable dans un immeuble déjà bâti, dans lequel vous voulez ajouter la possibilité de brancher des véhicules électriques. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous-mêmes, en tant que représentants, souvent on représente des promoteurs, on fait des projets, on recommande aux promoteurs déjà de mettre d'emblée les bornes électriques et on l'inscrit même dans la déclaration de copropriété. On va mettre une petite clause, puis ça va être pour boucler la boucle de ma portion de présentation, mais je vais tout de suite y venir. Ce qu'on fait, c'est qu'on met une clause d'empiètement pour régulariser. Donc, toute la question des fils, du câblage, de l'instrumentation qui est sur... Veut pas, ça crée un problème technique d'empiètement. Alors, ce qu'on fait, d'emblée, on met une clause dans la déclaration de copropriété qui vient couvrir cet empiètement-là avec une servitude en disant telle servitude va venir couvrir le problème d'empiètement
qui est créé par l'adjonction de bornes électriques, etc., parce que ce principe-là, on le fait déjà avec les systèmes de mécanique de ventilation dans les immeubles. On fait déjà des actes de servitude, parce que si vous vous promenez dans un garage, il va toujours y avoir des systèmes de mécanique de ventilation. Techniquement, dans les volumes d'air, ça l'empiète. Alors, on met une servitude et ça règle le problème. Même chose quand il s'agit d'un immeuble neuf. Donc, la question est tout à fait pertinente parce qu'il y a une différence à faire entre les deux. Donc, vous aurez compris que lorsque vous avez un immeuble déjà existant et que vous voulez changer ou améliorer, disons ça comme ça, pour mettre un système de borne de recharge, bien, techniquement, il faudrait ajouter une servitude qui va venir clarifier le titre, la situation, pour mettre ça qu'il n'y ait aucun souci. Ceci dit, je ne veux pas vous faire peur ce soir, c'est pas parce qu'il n'y a pas de servitude dans l'acte que là, tous vos titres vont être bloqués et qu'il n'y aura plus aucune transaction possible. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est quitte à le faire, faisons-le correctement. Okay? Parce qu'on se fait souvent poser la question. Bon, alors, lorsqu'il s'agit d'une transformation, oui, j'ai une main élevée, là. Rapidement, quand vous parlez d'empiètement, c'est l'empiètement sur les parties communes, c'est-à-dire les câbles qui vont se rendre, c'est de ça? Les câbles ou les outillages. À partir du plafond, ou la borne. Parce que des fois, on va installer la borne sur la colonne. Si l'espace est privatif, la borne va être au-dessus de l'espace privatif, mais il faut toujours bien coller quelque part la borne. Elle est mise, elle est à côté sur une partie commune. C'est un empiètement technique, mais il est là pareil. Mais en termes de superficie, en termes de volume d'air, elle va être au-dessus de la partie privative. Vous suivez? C'est juste pour l'accrocher quelque part. Et évidemment, les fils, le câblage, etc., bien ça va empiéter parce que... Puis on veut éviter justement, parce que ça, je l'ai vu aussi, il y a quelqu'un qui avait des spaghettis ici, c'est vous ça? 17 fils, je sais pas quoi. On a 17 bornes. 17 ouais, mais les fils, ça part de partout, là, c'est ce que j'ai compris. C'est le long du mur, là, oui, c'est ça. Là, alors, on veut éviter ça, là, on veut mettre ça... c'est pas pour rien. Moi, j'ai pris des notes à la première. Tu mets aussi bien de faire comme du monde, fais-les comme il faut, puis passe tes fils, parce qu'après ça, si on fait une mosaïque, là, on finira plus. Là. Puis plus on va le faire, plus ça va... ça améliorera pas, là, mais ça va transformer. T'sais. Bon, alors, la mécanique du vote, vous la savez, 1097 du Code civil. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon. Ça, c'est une double majorité en nombre et en voix. Okay. En nombre, c'est le nombre de copropriétaires et en voix, c'est les pourcentages des valeurs relatives. Donc, exemple, moi, Justin Raymond, je suis propriétaire de l'unité 102 avec le stationnement numéro 2. Donc, je suis seul sur le titre. Donc, je suis le propriétaire de l'unité 102. Je vais compter pour une personne, donc un copropriétaire. Et je vais regarder dans ma déclaration de copropriété, dans la portion, le tableau des valeurs relatives, et on m'a accordé, par exemple, pour mon unité 102, 8 %. Donc, moi, dans la copropriété, mon vote vaut une personne, 8 %. Jusque-là, vous me suivez? Faites le même exercice pour tous les autres copropriétaires. Et faites également l'exercice, faites attention, parce que si c'est un couple, donc il se pourrait que les deux soient au titre. Donc, ils vont être fort probablement entre eux 50 % propriétaires, mais ils comptent pour deux personnes. Il y a deux copropriétaires pour la même unité. Vous me suivez? C'est toujours 8 Non, c'est pas, non, vous me suivez pas. C'est pas 8. Ce que je dis, c'est que le tableau des valeurs relatives va déterminer le pourcentage de cette unité-là. Imaginons que eux, c'est mes voisins, qui sont à l'unité 103. C'est Marthe et Mathilde. Bon. Alors, ces deux-là vont compter pour deux copropriétaires et dans le tableau des valeurs relatives à leur unité, il va leur être accordé, par exemple, 10 %. Donc, deux copropriétaires qui, eux, détiennent 10 %. C'est clair? Bien là, le stationnement, s'il est privatif, il va avoir un petit pourcentage. S'il est commun à usage exclusif, là, il n'y aura pas de pourcentage. On parlait de 8 tout à l'heure pour le stationnement. C'était un exemple, non? Une petite question. Oui. C'est quoi le pourcentage des doubles majorités? C'est ça que je m'en viens. Vous suivez, c'est bon, ça. J'aime ça, garder c'est la majorité des copropriétaires représentant 75 % des voix.
C'est pas simple à obtenir. C'est pas simple à... Non, mais j'y arrive. Allez pas trop vite. Allez pas trop vite. Vous n'avez pas adopté encore. Hey, les gens, ils ont hâte. Moi, des fois, quand je suis pas sûr que ça va passer, je dis attendez donc qu'ils adoptent la loi. Comme ça, vous avez plus de chance. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. 1097, c'est somme toute un vote assez difficile à obtenir. Donc, rappelez-vous, le nombre de copropriétaires, donc par tête de pipe, avec le pourcentage, il me faut la majorité des copropriétaires. Donc, sur un immeuble qui aurait, par exemple, 100 copropriétaires, il faudrait que j'en aie 51. Et ces 51-là doivent, en eux-mêmes, avoir 75% de l'ensemble des voix. Donc, il faut que ce soit quand même des gros joueurs. Si c'est tous des 1,5, ça se peut que ça passe pas pareil, parce qu'ils vont avoir 51, mais ils détiennent tellement des cotes pas minimes qu'à eux autres, ils ne seront pas capables d'obtenir le 75% de l'ensemble des copropriétaires. Vous me suivez? La loi 16, ce qui s'en vient, c'est que... Oui, il est content. Ce qui s'en vient avec la loi 16, il y a plusieurs sujets qui sont traités, puis c'est juste pour l'effet des votes que je vais en parler, dont notamment le carnet des meubles, le carnet d'entretien, etc., les règles relatives à l'état de l'immeuble qui sera obligatoire. Mais là où je veux en venir, c'est que le législateur en a profité en même temps pour venir modifier l'article 1097 pour dire que ça va être 75% des gens présents. Pas de l'ensemble de la copropriété. Parce que des fois, on avait un quorum, puis on savait que même en ayant un quorum, le vote ne passera pas parce que le quorum, ils ne détiennent pas à eux autres 75% de l'ensemble. Fait que ça ne donne rien de... Souvent, on va retirer de l'ordre du jour la proposition parce qu'on sait qu'elle va être rejetée. Ou on la fait pareil, puis le vote ne passe pas. Mais là, avec la loi 16, il y a un assouplissement, c'est-à-dire on va y aller avec la majorité des copropriétaires, mais dont le 75%, c'est des gens présents. C'est ça. C'est pas... Oui, non, ben avec une procuration, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de l'ensemble des copropriétaires. Okay. Je me suis déjà fait poser la question, et avec raison, sur, oui, mais on a-tu vraiment besoin de tenir une assemblée? De tenir une assemblée pour poser les bornes. Extraordinaire. Tu sais, faut-tu faire le vote à 1097? La réponse la plus safe, là, si je veux pas de problème, puis je veux pas avoir de réclamation au fonds d'assurance, je vais dire, tenez l'assemblée, prenez pas de chance. Mais il y a des cas où, dépendamment du scénario qu'on va choisir, c'est pas évident si ça transforme ou ça... On pourrait à la rigueur dire que ça améliore. Mais j'adore par ailleurs l'idée du sondage fait en amont. Au lieu d'arriver de faire tout ça, là, après ça, on arrive à l'Assemblée et ça passe pas. Ben, bravo, on a tout dépensé de l'argent pour rien, on a travaillé, mis de l'énergie pour rien. Alors, l'idée, c'est de procéder par sondage pour tâter le pouls de la population du condo, de façon à ce que tout soit mis en ordre et que ça puisse se faire assez aisément. Ce qui souvent cause problème, c'est pas tant l'installation des bornes, dans la mesure où on porte pas préjudice aux droits de certains copropriétaires, c'est-à-dire, toi, tu avais l'unité, tu avais le stationnement proche de la sortie, mais là, on te catapulte à l'autre point du garage. Là, si on n'est pas dans ce scénario-là, souvent, ce qui se pose comme question, c'est les calculs pour le partage des coûts. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'on le subdivise en deux. Nous, juridiquement, on se fait souvent poser la question, ouais, mais c'est deux formes de coûts. Il faut installer les bornes, installer la structure, puis après ça, l'utilisateur payeur, c'est pas vrai que ça va être tous les copropriétaires qui vont payer pour alimenter l'auto de Jean-Pierre qui vient de s'acheter. Bon, alors, on va le séparer en deux. Juridiquement, on va regarder c'est quoi les coûts d'installation. Et ça, généralement, on va le faire supporter par l'ensemble de la copropriété. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que la question se pose quand ça se fait de façon progressive. Je m'explique. Le syndicat ou l'assemblée de copropriétaires est d'accord pour installer tout le système
Prenons le scénario 2 qui était évoqué tantôt. On met la structure. Il restera juste à ajouter certaines composantes. Quand, au fur et à mesure, les gens décideront de se procurer un véhicule électrique et là, d'installer leur borne. Sauf que toujours bien que le système de base a été installé. Si le système de base a été installé parce qu'initialement, il y avait 4 copropriétaires qui étaient prêts avec un véhicule électrique à se brancher, bien, la question s'est posée de dire, est-ce que ces 4-là vont payer pour l'installation? Parce que, veut pas, elle va être pour le bénéfice des autres plus tard. Ils n'auront qu'à payer leur raccordement, mais la structure sera déjà là. Donc, est-ce que c'est à ces 4 premiers de payer pour le coût d'installation de base ou c'est à l'ensemble de la copropriété à payer? Moi, la question se pose, on en débat parfois en assemblée. Il est essentiel d'en débattre avant, peut-être bien, des fois. Mais moi, personnellement, s'il s'agit du scénario de base, comme on a vu tantôt, je serais porté à dire que c'est l'ensemble de la copropriété qui doit payer. C'est la raison pour laquelle je fais la distinction entre le coût d'installation et le coût d'utilisation. Le coût d'installation, par la suite, si le copropriétaire désire venir se brancher, ben là, ça sera à lui à payer parce que la structure avait déjà été payée par l'ensemble. Alors, lui aura à payer. Et par la suite, le coût d'utilisation, ça, c'est plus facile parce qu'il y a certains systèmes, justement, que le type est déjà raccordé sur son propre compteur. À ce moment-là, la question ne se pose pas parce que c'est lui qui paye. Parce que quand on est dans le coût d'utilisation, c'est vraiment le principe d'utilisateur-payeur. OK, si je ne l'utilise pas, je n'ai pas à payer, puis mon voisin n'a pas à payer pour moi parce que moi, j'ai un véhicule électrique et je le branche. Il peut y avoir des calculs, des clés de répartition plus compliqués, des coûts, lorsqu'on n'est pas capable, et ça, c'est plus l'aspect technique qui va le dire, lorsqu'il est impossible de déterminer avec précision l'utilisation que telle personne fait de tel compteur. Et si on le branche à tel endroit, puis on n'est pas capable de départager avec précision au kilowatt près, ça peut être plus problématique, mais on essaie, avec des gestionnaires, de faire des clés de répartition ou de le calculer le plus proche possible de la réalité, parce qu'il serait injuste que ce soit l'ensemble de la copropriété qui paye l'excédent entraîné par l'utilisation d'électricité par certaines personnes qui se branchent. Vous me suivez jusque-là? Le coût d'installation, c'est à même le fonds d'opération et non le fonds de prévoyance. C'est pas le fonds de prévoyance, parce que c'était pas prévu. Le fonds de prévoyance, ça le dit. Non, non. Le fonds de prévoyance, c'est la toiture sera à refaire, les fenêtres vont être à refaire. Installer des bornes à la grandeur. Ben, si c'est budgété d'avance, qu'on se dit dans 5 ans ou dans 10 ans, on mettra des bornes, ben, l'argent budgété d'avance va aller dans le fonds de prévoyance en vue de. Mais si vous décidez dans l'année, le nouveau projet de l'année, dire ah oui, on installe des bornes, mais vous ne pourrez pas aller prendre l'argent, même le fonds de prévoyance pour ça, parce que ce n'était pas prévu. Soit que ça va être dans le fonds d'opération si le syndicat a suffisamment d'argent, ou sinon une cotisation spéciale. Un petit aparté sur lequel probablement David reviendra ou Marie-Pierre, c'est qu'il y a des subventions qui existent. Rouler vert. Je pense que c'est David ou toi? C'est ça, hein? Donc, il y a des crédits, des montants qui sont alloués par le gouvernement. Profitez-en, c'est rare aussi. Jusqu'à 5 000 $. Jusqu'à 5 000, puis ça dépend là, du nombre de portes aussi. Là, vous allez voir, il y a oui, ça, j'en ai parlé, je ne reviendrai pas. C'était mon histoire dans tantôt. Là. OK, alors je reviens. Question, oui. Le coût d'installation, moi, à un moment donné, on va faire un estimé. Celui qui est plus près des compteurs, ça coûterait à peu près 3 000. Et celui qui est au bout, à peu près 7 à 8 000. Le coût d'installation, les propriétaires n'ont pas à payer. Bien, c'est ça, quand je dis que c'est pas simple des fois, là, c'est exactement ça. Il y a des fois que c'est plus simple, il y a des fois que c'est... Si je peux me permettre, en général, quand on va opter pour une approche globale, complète, eh bien, là, c'est ça qui est intéressant. Souvent, les syndicats vont opter pour une approche où tout le monde va payer le même prix. Donc, oui, ça dépend du... On va y revenir dans des exemples plus tard, mais
c'est quelque chose que je vois. Sinon, vraiment, utilisateur-payeur, je suis plus près, c'est moins cher. Là, l'approche individuelle, souvent, c'est ça. Moi, j'ai ceux qui me disent, je suis à côté de la chambre électrique, je leur dis toujours, vous êtes le chanceux de la copropriété. Un dernier point sur lequel je voulais vous parler, vous ne l'avez pas dans la présentation, c'est voulu, parce que faut toujours être là pour avoir les petits cues puis avoir le petit hint additionnel, donc vous ne l'avez pas dans le planning. Je vais juste vous entretenir un petit 2 à 5 minutes sur la responsabilité des administrateurs. Là, on joue avec de l'électricité, hein? Du gros voltage. De grâce, on fait affaire avec un maître électricien. On fait affaire avec des gens qui connaissent ça. Pas Joe Bin qui arrive avec son tape à mesurer, là, puis sa craque de plombier, qui dit « M'a t'installé ça, moi. » Ouais. Sur Kijiji? Oui, exactement. On en a des affaires de même. Alors, de grâce, surtout vous êtes des grands syndicats ce soir, ce scénario-là, on le voit souvent dans des petites copropriétés, malheureusement. Bon, faute de moyens, ou bon, ils veulent... Ça fait pas d'eux des mauvaises personnes, c'est pas ça. C'est juste que la responsabilité légale des administrateurs, elle échoue à tous les administrateurs, puis il faut s'assurer que si jamais il arrive un pépin, mais que vous soyez capable de dire, bon, ben moi, j'ai agi selon les règles de l'art, j'ai agi en bon père de famille, notre conseil d'administration a pris ça, le projet avec sérieux, parce qu'oubliez jamais qu'en bout de ligne, il y a une augmentation du risque assurable. Alors là, si jamais le feu prend là-dedans, puis que ça a été mal fait, ben là, il se pourrait que vous ayez un méchant problème de couverture d'assurance. Puis il se pourrait que l'assureur, même, ça se pourrait qu'il y ait des poursuites contre les administrateurs s'il s'avère que les administrateurs ont agi de façon téméraire, sans prendre aucune disposition de base dans les circonstances. Alors, je voulais juste simplement vous porter à votre attention l'importance de documenter le dossier, avant de procéder, de faire affaire avec des compagnies qui existent et qui connaissent ça, d'obtenir des devis, puis de s'assurer que les travaux sont faits correctement par un maître électricien. Un maître électricien, il a obtenu des certifications à cet égard-là. Avec ça, bien, si jamais il arrive un pépin, bien, au moins, vous n'aurez pas de problème de couverture d'assurance. Puis si jamais il y a des poursuites qui sont logées, bien, vous aurez de fort bons moyens de défense à faire valoir en disant, bien, voici, moi, tout ce que j'ai fait. La loi me dit de prendre les moyens appropriés, bien, c'est ce que j'ai fait. Je ne peux pas être tenu responsable. Alors, c'est important de prendre le projet avec sérieux, autant au niveau de la responsabilité des administrateurs, mais également au niveau de la présentation lors de l'Assemblée. On veut que le projet passe. Le fameux vote à 1097. Si on n'arrive pas organisé, puis là, j'ai perdu mes papiers, puis je ne sais pas qui va l'installer, puis ça, on n'y a pas pensé, puis faudrait peut-être appeler le gars. Vous n'aurez pas le vote de 1097 parce que l'Assemblée va perdre confiance dans le projet. Il va falloir que vous retourniez faire vos devoirs. Alors, si vous avez à le faire, faites-le bien une fois. Donc, vous aurez le double avantage de favoriser l'obtention de votre vote, puis vous aurez également l'avantage de protéger vos fesses en bon français si jamais il arrive quelque chose par la suite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'était ma petite morale de ce soir. Pas de questions? Ou de mise en place de leur système. Si on avait choisi, par exemple, le scénario 2, bien, on va prévoir un mécanisme par voie de règlement en disant, bien, si tu veux te brancher, voici les étapes à suivre. Tu fais ta demande au conseil d'administration, etc. Oui, on peut... Dans la constitutif, c'est seulement la clause d'empiètement qu'on peut penser. OK. Oui. OK, parfait. Monsieur? Nous, on a 34 unités, on a seulement 18 stationnements. Et supposons que tout est installé, tout le monde a une borne. Qu'est-ce qui arrive quand on vend, quelqu'un peut vendre son stationnement à un voisin, par exemple? Est-ce qu'on doit changer le contrôleur de borne, un voisin, vous voulez dire un voisin dans la copropriété? Qui n'a pas de stationnement. Techniquement, oui. Sinon, c'est pas la bonne personne qui va payer l'électricité. Exactement. Il faut que ça soit dans l'acte de vente, ça. Oui. Demande de changer. Oui. C'est bon, on va prendre le break. C'était de rester. Donc, on va enchaîner la conférence avec quelques exemples à succès de copropriétés qui ont fait le saut, qui se sont risqués et qui ont installé des bornes de recharge.
Donc, on va regarder des exemples en fonction des types de déploiement ou des types d'approches d'installation. Premier exemple d'un 42 unités qui est à l'île Paton, si je ne m'abuse, qui a opté pour une approche individuelle. C'est tout récent et ça montre quand même à quel point le processus peut aller rapidement si les bonnes étapes sont suivies. Donc, en août 2019, un premier copropriétaire a demandé au syndicat l'autorisation de faire installer une borne de recharge. Le syndicat nous a contactés, a visité le site de RVE pour élaborer sa stratégie. Un mois plus tard, ils ont tenu une assemblée extraordinaire avec pour seul sujet que de voter une politique de recharge qui a passé très facilement, donc 29 votes en faveur et 2 votes contre. Et le 1er octobre dernier, le copropriétaire se faisait installer sa borne de recharge. Donc, avec un bon suivi des procédures et beaucoup de motivation, il y a moyen de quand même adresser les enjeux très rapidement et de passer en mode solution en aussi peu que 2 mois. Approche individuelle par groupe d'installation. Donc, un 140 unités, celui-ci est dans la petite Italie. Donc, en décembre 2018, le syndicat a mis en place une politique de recharge visant à encadrer les solutions pouvant être installées. Ensuite, il y a eu un sondage qui a été diffusé, donc un appel aux copropriétaires pour organiser un groupe d'installation. Ils sont allés en appel d'offres. Donc, les entrepreneurs ont soumis leur prix. Il y a un seul entrepreneur qui a été retenu, ce qui a permis d'installer 4 bornes de recharge, donc avec des contrôleurs de charge dans la chambre électrique et des bornes de recharge au niveau des stationnements. Approche globale. Donc, un autre exemple à succès, c'est un complexe à Outremont, un 26 unités. Oups. Donc, en juillet 2018, encore, ça aussi, c'est vraiment un projet particulier là, que le tout s'est déroulé extrêmement rapidement. Il y avait un champion au niveau du syndicat qui a porté le projet vraiment sur ses épaules et qui en a fait sa mission de convaincre les autres copropriétaires que d'installer des bornes de recharge, c'était une bonne chose pour l'ensemble de la copropriété. Donc, en juillet 2018, le syndicat visite le site de RVE pour élaborer sa stratégie et nous contacte. En octobre, la stratégie avait été définie et les plans et devis avaient été faits. Donc, ils sont partis en appel de soumission en octobre 2018. En novembre, ils ont communiqué les options possibles aux copropriétaires ainsi que les coûts et tenu une assemblée extraordinaire pour voter l'installation globale. Un vote qui a passé à 92% en faveur quand même pour installer des bornes de recharge. Et en décembre 2018, réalisation du projet. On a une petite vidéo qui résume. L'installation d'une borne de recharge dans une copropriété peut s'avérer un exercice difficile, d'autant plus qu'elle doit être acceptée par le syndicat de l'immeuble. Dans un garage comme ici, dans une copropriété, si toutes les voitures étaient des voitures électriques à recharger en fin de journée, ça pourrait créer un problème et une surcharge pour des infrastructures qui ne sont pas capables de supporter. Cet homme siège au syndicat de l'immeuble. Ici, on y trouve 26 espaces de stationnement. Malheureusement, le bâtiment ne peut accommoder que 6 bornes en recharge. C'est qu'il n'y a plus de capacité disponible. Le coût d'infrastructure, rajout du transformateur, la mise en place, ça représente des investissements majeurs. Mais il existe une solution entièrement québécoise. C'est cette petite boîte, judicieusement placée entre le compteur électrique et le panneau électrique de la copropriété. Ce système-là s'installe sur le fil qui relie les deux dans la chambre électrique et il prend une lecture en temps réel de l'énergie qui est consommée dans le condo. Et s'il y a trop d'énergie qui est utilisée pour alimenter à la fois les appareils du condo et la borne, duquel part un fil jusqu'au contrôleur de charge, la borne est temporairement coupée. Il faut ensuite assumer les coûts du système et de son installation. Le boîtier et l'installation, c'est autour de 2000 $. Et ensuite, ce qui fait varier le coût de l'installation, c'est la distance entre le boîtier et l'espace de stationnement. Dans ce cas-ci, le syndicat a choisi une solution globale pour toutes les cases de stationnement. Quand le copropriétaire sera prêt, il n'aura qu'à compléter l'installation et acheter sa borne. Cotisation spéciale pour l'infrastructure, donc les câblages, les conduits communs
C'était en bas de 29 000 $, taxes comprises. L'expérience s'avère concluante pour ce copropriétaire. Je ne le vois même pas dans... Il n'y a aucune congestion entre les besoins du condo et le besoin de la voiture de se recharger. Tous s'entendent pour dire que c'est un investissement qui va augmenter la valeur de la copropriété. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Montréal. Des dizaines de membres des Hells Angels et de plusieurs clubs de motards. Donc, combien pensez-vous qu'il y avait de véhicules électriques dans cette copropriété-là au moment du projet? Une dizaine. Un seul. On l'a vu à l'écran. Qu'est-ce qui a motivé les 25 autres copropriétaires à dépenser 2000 $ pour installer une boîte en métal dans leur stationnement? La valeur. Donc, vous tous qui êtes ici, qui allez être les messagers et les porteurs du projet, hein, un peu comme on a vu Christophe, notre recommandation chez RVE, puis ce qu'on voit qui fonctionne bien, c'est de détourner le message des véhicules électriques et de l'orienter vers la protection de la valeur des espaces de stationnement et de la valeur mobilière de l'actif. Et on se rend compte que ça, c'est vraiment ce qui va aller chercher même les pro-pétrole puis les gens qui n'ont aucun intérêt pour la voiture électrique à quand même embarquer dans le projet puis voter en faveur au moins d'une approche partielle, donc qui va coûter le moins cher possible, mais qui va permettre une installation future. Donc, les 3 premiers exemples à succès étaient strictement pour des exemples où les compteurs étaient tous accessibles. Donc, c'est la solution du contrôleur de charge qui avait été retenue. Dans un autre exemple ici, on a un 160 unités qui est à l'île des Sœurs, où on a une partie des compteurs qui sont au sous-sol et une partie qui sont sur le toit. Donc, au niveau de l'approche individuelle dans ce complexe-là, il a fallu y aller avec une approche qui est hybride. Donc, les premières recherches au niveau du syndicat remontent à août 2017, donc au niveau des premières communications avec RVE pour élaborer la stratégie. En février 2018, ils ont fait une étude de capacité énergétique pour déterminer comment est-ce qu'ils pourraient alimenter les personnes qui ont des compteurs inaccessibles et déterminer la capacité résiduelle du complexe. En avril 2018, avec la livraison de l'étude, ça a permis de déterminer que pour les compteurs accessibles, la copropriété irait avec des contrôleurs de charge et pour les contrôleurs inaccessibles, ce serait l'ajout d'infrastructures qui serait nécessaire pour brancher ces véhicules. Et depuis, il y a quand même 14 bornes de recharge qui ont été installées dans la copropriété. Donc, on est à tout près de 10% des espaces de stationnement qui sont maintenant électrifiés et qui rechargent quotidiennement des véhicules électriques. Donc, ça fait le tour des différents exemples à succès qu'on avait pour ce soir. Je vais maintenant enchaîner avec les questions fréquentes. Donc, quelques-uns d'entre vous m'avaient devancé à la pause. Donc, c'est les questions qu'on se fait poser le plus souvent. Il y aura moyen de nous poser d'autres questions aussi un petit peu plus tard après la présentation. Donc, qui devrait s'occuper des installations? Je ne pourrais mieux dire que Maître Raymond, c'est un maître électricien qui détient sa licence de la RBQ. Combien coûte l'installation d'une borne en condo? Ça dépend. C'est clair? Hein? C'est ça, la réponse d'avocat. On apprend à vous écouter. Donc, ça dépend de quoi? Ça dépend premièrement de la source d'alimentation, donc la solution qui va être priorisée par le syndicat. Et dans un deuxième temps, la distance, donc la distance du stationnement avec la source d'alimentation. Donc, comme vous le disiez un petit peu plus tôt, plus on est loin de la chambre électrique, plus ça pourrait coûter cher. Et s'il y a des percements ou de l'excavation qui vont être nécessaires pour réaliser les travaux. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une subvention qui est en vigueur en ce moment, dont on va donner les détails un petit peu plus tard. Donc, combien ça coûte? Sur un échantillon d'environ 500 installations en condo au Québec, on parle d'un prix moyen qui va tourner autour de 3 500 $ pour une copropriété de moyenne taille. Donc,
plus la copropriété est petite, moins les distances à parcourir sont grandes, moins ça va coûter cher. Vous me suivez? L'électricité sans fil, malheureusement, ça n'existe pas encore. Je sais que c'est plat. Et maximum, ça c'est un exemple d'un projet à Pointe-Saint-Charles où les compteurs sont inaccessibles, donc sont au 8e étage, mais le syndicat a décidé qu'on descendrait des fils du 8e étage jusqu'au stationnement. Donc, vous voyez que ça coûte un petit peu plus cher, mais malheureusement, parfois, c'est la meilleure option qui est disponible. La borne est comprise là-dedans? Donc, vous voyez, en bas à votre gauche, bornes et subventions excluses. Donc là, on parle des composantes au niveau de la chambre électrique, du câblage. Il manque de la borne et d'appliquer les subventions si applicable. Combien coûte une borne? Au niveau du marché, les bornes vont varier entre 800 et 1000 $, je vous dirais, en général. Ouais. Oui, M. Côté? Oui. C'est quoi le facteur d'échelle qu'il peut y avoir si quelqu'un fait une installation, 3 mois plus tard, il y a une autre installation, ainsi de suite, toujours installation par installation versus le faire global de celui-ci. Il y a un facteur d'échelle important là, pour faire des économies. Sans aucun doute. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une économie d'échelle à faire des installations groupées ou globales, donc pour l'ensemble de la copropriété? Il y a l'exemple qu'on avait du 26 unités à Outremont, là, le petit reportage TVA. Moi, je vous dirais qu'il y a une économie facile de 30 à 40 % parce qu'ils ont opté pour une approche d'installation globale. Donc, non seulement il y a une économie en argent, mais il y a une opportunité de maximiser l'esthétisme des installations. Moi, je trouve ça beau, une installation électrique, quand c'est bien fait. C'est un petit peu biaisé, mais vous comprenez ce que je veux dire? Le projet dans lequel vous avez vu dans la vidéo, là, c'était quand même assez beau. Hein? Les composantes étaient ordonnées, puis l'électricien a pu planifier son installation, alors que quand c'est fait à la pièce, bien, c'est sûr que ça va être un petit peu plus difficile, puis à chaque fois, ça va coûter plus cher. Donc, bien sûr, on va favoriser les installations groupées. Peut-on utiliser une prise 120 volts existante? Donc, les fameuses prises de chauffe-moteur pour les stationnements extérieurs ou les prises dans les aires communes des stationnements. Non. C'est beau? Pourquoi? On va vous donner des outils pour répondre aux copropriétaires qui vous demandent pourquoi. Parce que l'article 86.306 du Code le dit. C'est beau? On va aller un petit peu plus loin. Donc, ce qu'il dit, c'est que chaque prise de courant servant à la recharge de véhicules électriques doit être à partir d'un circuit qui est dédié, alors que les prises qu'on va retrouver dans les aires communes de copropriété, généralement, ne seront pas dédiées. Ils vont avoir plusieurs prises sur un même circuit. Elles doivent être d'une dérivation d'au moins 20 ampères, alors que les dérivations qu'on va retrouver, qui sont pour les prises de bloc moteur, sont généralement de 15 ampères. Et ça doit être une prise simple de configuration CSA 520. Pas une prise double de configuration 515. Donc, la réponse simple, c'est que non, les prises qui ont existantes, à moins qu'elles aient été installées pour l'usage de véhicules électriques, avec les spécificités que vous voyez ici en haut, non, on ne peut pas utiliser les prises 120 volts. Oui, monsieur? Si on parle de véhicules électriques, les hybrides électriques. C'est la même chose selon la définition du Code. Oui? Bon, chez nous, je pense que les stationnements extérieurs, c'est un circuit dédié puisque c'est sur le compte de la personne en haut. Ça se peut-tu, ça? Je ne pourrais pas dire. Je vous recommanderais de demander à votre électricien de le confirmer. Ça dépend des... Nous, on est comme ça chez nous. Ouais. Chaque condo a son panneau électrique. Parce qu'ils ont un disjoncteur Donc, spécial pour ça. Ça dépend, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous répondre ce soir. Ce que je peux vous dire, c'est que la ligne du haut, ça, c'est le minimum à respecter pour brancher une voiture électrique ou hybride rechargeable sur un circuit à 120 volts. OK? Juste comme complément d'information, je l'ai Oui. essayé, moi, chez nous, puis le breaker sautait souvent. Je vous paye un café plus tard, mon frère.
Excellente intervention. Quelles sont les subventions disponibles? Marie, veux-tu... Donc, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, il y a des subventions pour vous, juste pour vous. Donc, en mai dernier, le gouvernement a annoncé une subvention spéciale pour le multilogement. Cette subvention-là, dans le fond, permet de rembourser 50% des dépenses admissibles à l'installation d'une borne de recharge jusqu'à concurrence de 5 000 $. Il y a une limite selon la taille des immeubles. Donc, si vous avez de 5 à 9 logements, c'est 10 000 $, de 10 à 19, 20 000 et 20 logements et plus, 25 000. Et cette limite-là, c'est par année fiscale du gouvernement. Donc, ce serait possible de faire une demande cette année et l'année prochaine, une autre demande, allez-y. Nous, on a 34 unités, mais on a 18 stationnements. On tomberait dans C'est par nombre de logements, donc ici. Tant mieux. Oui? Si on y va avec l'approche individuelle. Oui. Donc, moi, je demande. Oui, j'y arrive. Dans le fond, ce qui est très intéressant avec la subvention, avant, dans le fond, quelqu'un qui voulait faire installer une borne de recharge en copropriété tombait dans la subvention résidentielle. Donc, devait posséder un véhicule électrique pour faire une demande. Maintenant, avec la subvention spécialement pour le multilogement, le gouvernement a créé une nouvelle catégorie dans laquelle rentrent les syndicats. Donc, les syndicats peuvent faire une demande et n'ont pas, bien sûr, à posséder de véhicules électriques. Donc, c'est là que ça devient très intéressant. C'était pas tout à fait ça. Allez-y. C'est que si moi, je fais une demande pour mon stationnement, oui. pour mon véhicule, oui. Je demande une subvention, je suis admissible, je crois. Oui. Et si dans 3 mois, le voisin, mon copropriétaire voisin veut faire installer une borne sur son stationnement, il peut à ce moment-là demander aussi oui, la subvention? tout à fait. Oui. Jusqu'à ce qu'on atteigne le maximum? Le maximum. C'est pas clair, ce maximum-là, si c'est un maximum pour le syndicat ou pour l'ensemble des copropriétaires de la copropriété. La subvention vient d'être annoncée. Donc, même des fois, on pose des questions, puis on va vous revenir avec les réponses. Donc ça, c'est une réponse que j'attends. Oui, la limite, dans le fond, la subvention elle est en vigueur jusqu'en décembre 2020, ou c'est sûr que si le fonds est épuisé avant, ça pourrait se terminer avant. Est-ce que c'est bon, cette subvention-là, pour installer des composantes structurantes? Donc, c'est très clair que c'est 5 000 $ par borne de recharge installée. Donc, le gouvernement veut, excusez-moi, mais des lumières allumées, des lumières vertes. On va prendre les bornes qu'on a vues, il y avait une lumière verte parce qu'elle fonctionnait. Ceci étant dit, si vous faites installer, par exemple, une borne de recharge et que la borne de recharge coûte à installer 4 000 $, vous allez avoir 2 000 $ en subvention, qui est 50 %. Il y a un petit 2 000 là, potentiel, en fait un 3 000 potentiel. Donc, c'est possible de subventionner des infrastructures structurantes avec ça, mais ça prend des copropriétaires qui veulent installer des bornes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des copropriétaires qui possèdent une voiture électrique? Non, pas si le syndicat en fait la demande. Donc, le syndicat pourrait faire la demande au gouvernement, dire on a 5 copropriétaires qui veulent faire installer des bornes de recharge. Mais on inclurait dans la soumission, en plus des installations de bornes individuelles, on met également les composantes structurantes pour l'ensemble des copropriétaires. Ah oui, OK. Oui. Oui? Quand on dit qu'il y a des dépenses admissibles, ça veut dire qu'il y a des dépenses qui ne sont pas admissibles? Par exemple, si en faisant les travaux d'installation de bornes de recharge, on décide de changer les lumières dans le garage pour des lumières Odell, c'est pas admissible. Donc c'est vraiment pour la borne. Exactement, c'est bien ça. Donc percement, excavation, tuyauterie, tout ça est inclus. Piédestaux, s'il y en a qui ont des stationnements extérieurs, qui n'ont pas de surface pour accrocher les bornes, ça aussi c'est possible. Excellent. Maintenant, on arrive aux ressources. Donc, les ressources qui sont disponibles. Première ressource, c'est bonne nouvelle. Donc, le guide de la recharge en multilogement.
par Hydro-Québec sera lancé fin 2019. Donc ça va être vraiment un guide qui va être un très, très bon outil pour vous parce que ça va vraiment couvrir le volet technique. Et il y a même un arbre décisionnel, surtout pour ceux qui avaient des contextes pas clairs, des compteurs uniques peut-être inaccessibles. L'arbre décisionnel est superbe, donc ça va vous permettre de faire des choix très, très, très éclairés à ce niveau-là. Donc, surveillez ça, fin 2019, il y a le guide qui va sortir. Et ça va être aussi un super outil pour les professionnels de l'électricité que vous allez engager. Assurez-vous que ces professionnels-là connaissent le guide sur le bout de leurs doigts. C'est une façon de voir la compétence de ces professionnels et qui vont suivre le guide selon ses recommandations. Donc vraiment, ça va être un outil de référence super qui va être disponible d'ici la fin de l'année. Merci. Oui? Je vais la question d'avant. Est-ce que ça veut dire que la subvention gouvernementale, c'est un maximum de 25 000 $? Par année fiscale. Mais donc, c'est pour la prochaine année. Ça s'étend pas à l'année suivante. Bien, vous pourriez faire une demande maintenant et en faire une en octobre prochain ou en juillet. Exactement. Donc, étant donné que la subvention prend fin 2020, on a un potentiel de 50. Exactement. C'est bien ça. L'exercice financier du gouvernement finit le 31 mars. Oui, exactement. C'est ça. En d'autres mots, dépêchez-vous. Oui. Vous n'êtes pas les seuls intéressés par cette subvention, à voir le nombre de personnes dans la salle. Il y a une enveloppe budgétaire de 4,7 millions qui est disponible présentement et on n'est pas certain qu'elle va être renouvelée. Donc, c'est un petit peu une course, là, littéralement. C'est les premiers qui vont faire les demandes jusqu'à concurrence de 4,7 millions vont être préapprouvés et vont pouvoir faire leur projet. À la suite de ça, c'est incertain. Donc, quand je dis dépêchez-vous, je suis sérieux. Il y a une opportunité d'affaires qui est devant vous. Donc, les plus pressés vont en bénéficier. Oui, tout à fait. Donc, maintenant, d'autres ressources disponibles sur le site rve.ca. On a un exemple de politique de recharge qui peut être mise en place dans une copropriété pour ceux qui optent pour l'approche individuelle. Donc, on inclut la procédure à suivre par les copropriétaires pour faire leur demande, par exemple, les exigences de conformité, la solution retenue. Donc, c'est quelque chose duquel vous pouvez vous inspirer pour rédiger votre politique de recharge selon votre contexte. Également, je pense que je vais encore mettre l'emphase là-dessus, l'importance du sondage. Donc, nous avons un exemple de sondage sur notre site. Puis, j'aimerais mentionner un petit quelque chose qu'on a remarqué. Souvent, dans les sondages, initialement, on posait la question, bien sûr, êtes-vous intéressé à faire l'acquisition d'un véhicule électrique à court, moyen terme, pour évaluer le besoin de, dès maintenant, mettre en place une stratégie de recharge. Or, on a ajouté une question qui est, en parallèle de la question « Allez-vous éventuellement faire l'acquisition d'un véhicule électrique ?» on a ajouté la question « Est-ce que vous désirez avoir la possibilité d'installer une borne de recharge dans votre stationnement? » Et on s'est rendu compte que bien que beaucoup de personnes ne prévoient pas faire l'acquisition d'un véhicule électrique, ils veulent quand même avoir la possibilité. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Donc, si vous faites un sondage, ce que je vous encourage fortement, prenez le temps de rédiger ou, allez voir celle qu'on a déjà, une question à ce sujet-là. C'est très, très, très éclairant pour tenter le pouls. Également, on a un exemple d'appel d'offres, encore une fois, pour ceux qui aimeraient opter pour l'approche individuelle. Donc, c'est un exemple d'appel d'offres qui peut être envoyé à différents entrepreneurs en électricité pour recevoir des prix comparables. Ça va toujours mieux pour prendre une décision. Donc, tous ces outils-là sont disponibles sur notre site. Comme on l'a mentionné, la conférence était filmée, donc ça va être disponible sur Internet. On vous invite à aller voir soit Tatiana, qui est là derrière et qui vous dit bonjour, ou Geneviève à l'arrière. On peut prendre vos informations et on peut vous envoyer par courriel, dans le fond, les vidéos que vous avez vues aujourd'hui, des liens vers ces exemples-là, et lorsqu'elle sera en ligne également, la présentation de ce soir. Et le RGCQ va rendre disponible le contenu également. Exactement.